Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Depuis quelques années, le discours politique sur le monde arabe montre un intérêt croissant pour la notion de société civile, devenue presque subitement le passage obligé vers la démocratie, l'état de droit et le marché que recommande le monde européen. Les journalistes s'en sont aussi emparés et il semble établi que ce qui manque à la modernité dans les pays arabes, c'est la société civile. Il suffirait de l'autoriser ou de la construire pour que les droits de l'homme, la liberté de la presse et la liberté d'expression soient respectés et que l'économie crée des richesses. L'Algérie prend le taureau par les cornes et crée l'Observatoire national de la société civile. Mais il n'est pas du goût de tout le monde. Des organes parallèles se sont alors construits grâce à des fonds étrangers. Mais ces derniers ne passent pas non plus au niveau de la justice algérienne qui crie aux ingérences étrangères, quand de l'autre côté on réagit à coups de résolutions votées à la majorité par des eurodéputés très loin des faits et des réalités de ce gigantesque pays partenaire qui est l'Algérie. Pourtant, à regarder de très près, les valeurs et les principes chers aux Européens sont ceux-là même auxquels le Parlement et le gouvernement algérien appellent à promouvoir. La grande question dans cette affaire serait de savoir pourquoi, lorsque des financements en provenance des pays arabes qui ont tenté de financer des projets d'islamisation, entre guillemets, dans des pays membres de l'Union européenne, ont été aussitôt démantelés et surveillés, comme la Belgique qui interdit désormais le financement étranger de ses propres mosquées. Et pourquoi, quand des financements en provenance de l'Union européenne et d'autres pays occidentaux financent des projets de déstabilisation, entre guillemets, dans certains pays arabes, ces derniers surveillent et démantèlent les dits projets et les Européens surréagissent à coups de résolutions. Est-ce que la souveraineté, l'indépendance et la non-ingérence chères à l'Union européennes n'ont pas la même valeur quand il s'agit des pays arabes? Pourquoi le manque de confiance vis-à-vis de la justice des pays arabes? Que désigne la société civile? Et quid des ONGistes et des droits l'hommistes de tous bords? Pour tenter une amorce d'un dialogue ou d'un vrai dialogue entre les deux parties, j'ai invité Charles Goerens, eurodéputé du groupe Renaissance, et Mohamed Hani, député algérien, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale populaire et ancien président de la même commission. Je reçois également Majed Némé du magazine Afrique-Asie, il en est le directeur et accepte de prendre part à ce vrai dialogue. Alexis Dessoif, avocat au barreau de Bruxelles et vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains. J'ai convié à cette émission Khaled Draroni, représentant de RSF à Alger, et Pauline Hadès-Mével, la porte-parole de RSF à Paris, mais ils n'ont donné aucun signe de vie. Bonjour à tous, je vais commencer par une question toute simple. Que désigne pour vous la société civile? Et peut-être que je commencerai par Maître Dessoif. Mais merci pour cette question. Effectivement, c'est une question importante et j'ai l'honneur de représenter un peu la société civile aujourd'hui comme vice-président de la FIDH, qui regroupe 188 organisations de défense des droits humains dans le monde, dont la Ligue algérienne de défense des droits humains. La société civile, finalement, ce sont l'ensemble des citoyens et des citoyennes qui se regroupent en associations, en ONG, organisations non gouvernementales, en associations sans but lucratif, pour
militer ensemble pour construire la société de demain, leur vision de la société. L'ONU a pour habitude de désigner la société civile comme le troisième pilier. Après le premier pilier, les gouvernements, le deuxième pilier, le monde des affaires, et puis le pilier de la société civile, dont j'ai l'honneur de faire partie. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on peut passer vraiment... Écoutez, on a oublié aussi le pouvoir législatif quand même. Il y a la justice, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire la société civile, c'est vrai, elle représente d'abord dans sa diversité, elle représente une bonne partie de la société, mais pas toute seule, parce qu'elle est très diverse. Il y a tous les points de vue, on voit tous les points de vue dans la société civile. Mais quand on dit que c'est à but non lucratif, mais malheureusement, le financement de cette société civile doit être très transparent, justement parce qu'il y a des États qui financent des ONG, on les appelle organisations non gouvernementales, mais finalement qui sont parfois, je ne dis pas toujours, qui sont très liées à leur gouvernement. Vous voyez, c'est surtout aux États-Unis. Les ONG qui exportatrices, entre guillemets, de la démocratie, la NED et tout ça, où il y a d'autres, Soros et compagnie, financent énormément des ONG pour les utiliser comme des lobbies. Donc, il y a une société civile transparente qui est financée que par les militants. Ça, il faut les saluer. Ce sont des gens, des militants, de vrais militants, respectables. Mais aussi, il faut dire, il y a des ONG dont c'est le fonds de commerce. Voilà. Très bien. Monsieur Goerens, est-ce qu'il y a un cadre juridique qui permet aux institutions européennes, à des États européens, de traiter avec les sociétés civiles des pays tiers qui ne sont pas membres du coup de l'Union européenne? Je prends un exemple. L'accord de Cotonou de 2000 réserve une place importante au développement de la société civile en Afrique. Je sais que ça a été fait à la demande des Européens. Les Africains étaient extrêmement réticents, sans doute parce que les régimes politiques ne sont pas les mêmes, ne sont pas toujours comparables aux nôtres. Ils avaient peur, sans doute, d'une influence étrangère dans leurs affaires intérieures. Ils ont aussi une démocratie plus consensuelle. Néanmoins, cette inscription reste dans l'accord de Cotonou, aussi dans l'accord de post-Cotonou. Et je crois que finalement, tout le monde a intérêt à ce que les mouvements, les opinions puissent s'organiser. C'est cela qui structure une société. Et j'ai toujours tendance à dire que si moi, en tant qu'acteur politique, je suis légitimé par les élections, la société civile organisée, les ONG, sont légitimées par une cause. Les deux légitimités ne sont pas les mêmes, mais elles se complètent. Elles sont absolument dans l'intérêt d'une société vivante qui n'écarte aucun sujet, qui laisse une place importante aux expertises et aux experts qui n'ont pas un mandat politique. Monsieur Hani, je rappelle que vous êtes député algérien. Votre pays a conclu un accord d'association avec l'Union européenne qui est mis en vigueur depuis 2005 déjà. Je repose la même question. Est-ce qu'il y a un cadre juridique pour les institutions européennes, notamment le Parlement européen, pour qu'ils traitent directement avec des sociétés civiles, des pays tiers et des pays associés donc, qui ont conclu cet accord d'association? Alors avant de répondre, j'aimerais rebondir un peu sur la question de la société civile. C'est vrai que l'implication aujourd'hui des ONG nous pousse à être vigilants parce que tout le monde le sait, qu'il y a des financements derrière, et il y a effectivement des lobbying qui se préparent. Donc nous, en tant qu'Algériens, effectivement, on est très vigilants à ce niveau-là. Maintenant, en termes de réglementation, rien n'empêche. Aujourd'hui, nous avons, après l'installation des nouvelles institutions, nous avons l'Observatoire de la société civile, qui est une institution au sein en Algérie, et qui aujourd'hui joue très bien son rôle, en même titre que le Conseil de la jeunesse ou le Parlement algérien, avec ses deux chambres. Mais s'il jouait justement cet observatoire, s'il jouait bien son rôle, comme vous dites, il n'a pas l'air de plaire à tout le monde.
d'où les financements étrangers que M. Némé faisait allusion tout à l'heure de cette société civile en Algérie. On va prendre un seul cas, mais il est applicable à tous les pays qui ont signé un accord d'association. Alors aujourd'hui, l'Algérie, avec l'Observatoire de la société civile, est très vigilante à ce niveau-là. C'est vrai que ça déplaît à certaines parties qui ne comprennent pas cette approche. Mais nous, aujourd'hui, avec l'installation et la construction de cette nouvelle Algérie, il y a des j'allais dire, des garde-fous qui, pour certains, devient un blocage. Mais sachez une chose, que l'Algérie fait participer sa société civile et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été très clair. Il a toujours cité l'importance de cet observatoire. Très bien. Et donc, moi, je voudrais parler très franchement et clairement de la résolution qui a été votée à l'encontre de l'Algérie le 12 mai dernier. Elle a été présentée par votre groupe, M. Goerens, le groupe Renaissance. Il y a un article, l'article 3, qu'on va retrouver dans tous les accords d'association euro-méditerranéens. Est-ce que quelqu'un, je ne désigne personne, peut nous dire de quoi il en retourne? Qu'est-ce qu'il dit, cet article 3, que le Parlement européen notamment utilise pour proposer des projets de résolution et pour voter des résolutions quand il pense que les droits de l'homme, la liberté de la presse et la liberté d'expression ne sont pas respectés dans ces pays associés? Qui veut répondre? Pour moi, si tu veux, peut-être c'est son droit de se prononcer, mais là où je suis un peu gêné, c'est quand il y a le 2 poids 2 mesures. Il y a des causes qu'on se tait complètement, et puis il y a des pays qui sont, on les utilise comme des assommoirs tout le temps, on critique pour un oui, pour un non. Par exemple, il y a un cas qu'en tant que journaliste, Assange, on n'entend pas beaucoup de bruit autour de ce cas de figure, et pourtant Assange ses révélations ont été publiées dans toute la presse occidentale. Et maintenant, il gémit en prison dans un pays dit démocratique. Et on ne voit pas beaucoup le Parlement européen se prononcer sur cette question. Et pourtant, elle est vitale pour on a vu au Parlement européen des conférences, mais qui ne sont pas faites par le Parlement lui-même, qui ont abrité des conférences. Et là, par exemple, c'est un exemple. Il y a aussi ce qui se passe en Palestine, aussi. Et puis, on a vu beaucoup d'ONG, de la société civile, qui soutenaient des guerres contre des pays avec lesquels ils sont en association. La Libye, qui faisait partie de l'Union pour la Méditerranée, elle a été envahie. On voit où est la démocratie, au bout du compte. C'est une catastrophe géopolitique sans nom en Syrie. C'est-à-dire... C'est vrai, on veut combattre la dictature, le boucher, c'est le jargon. Mais finalement, le résultat, c'est quoi? Maintenant, vous avez 500 000 morts, vous avez la famine, on fait des sanctions au nom de l'Union européenne et du Parlement européen qui soutient ça. On sait que le blocus et les sanctions pénalisent les victimes de la dictature, pas seulement... voilà, et puis personne ne soulève ces questions-là. Je donne la parole à M. Dessoif. Que stipule l'article 3 Mais moi, de l'accord d'association? Au cœur du débat, effectivement. Les accords d'association, c'est un statut privilégié, et je parle sous le contrôle de M. le député européen, mais c'est un statut privilégié que l'Union européenne octroie à un pays tiers qui contient des conditions, et souvent c'est l'article 2 ou l'article 3, de respect des droits humains et d'amélioration de la situation, notamment de la société civile, la liberté d'expression, etc. Les principes universalistes des droits humains. Alors, on a parlé de la société civile en disant oui, mais la question du financement étranger, il faudrait la transparence. La question du financement étranger est souvent la tarte à la crème pour essayer de décrédibiliser une organisation de la société civile qui fait bien son travail et qui dérange le pouvoir. Pour moi, à la FIDH, quand on constate un gouvernement qui s'attaque
de front à la société civile ou à une organisation de la société civile. Et vous avez raison de dire qu'elle est très multiple. Ça peut être à vocation universaliste, généraliste, par exemple une organisation de défense des droits humains, mais ça peut être un syndicat qui défend les intérêts de ses travailleurs, une organisation axée sur le droit des femmes, par exemple. Eh bien, mais quand on s'attaque à une telle organisation, c'est qu'on a des choses à se reprocher. Parce que sinon, on ne devrait pas craindre l'action de la société civile. Et cette tarte à la crème du financement étranger, elle est souvent relayée par des médias dont on peut se poser nous-mêmes la question de savoir comment ils sont financés. Et donc, je dirais, il ne faut pas le voir comme une ingérence dans les activités internes d'un pays, parce que ces articles 3, qui mettent des conditions du respect des droits humains. Est-ce qu'il, justement, donne le droit au Parlement européen, et je vais laisser M. Goerens... Et je termine là-dessus, effectivement, en disant que finalement, on rappelle un pays comme l'Algérie à ses propres engagements. Parce que ce n'est pas une ingérence, c'est juste dire à l'Algérie, dites les amis, parce que vous êtes nos amis, la preuve, on signe un accord d'association. Vous avez signé des conventions internationales des Nations Unies. Je parle par exemple de la Convention des droits civils et politiques qui garantit la liberté d'expression. Et qu'est-ce qu'on voit ? Vous ne respectez pas la liberté d'association, la liberté d'expression de vos organisations de défense des droits humains, par exemple, de la société civile. Et j'en veux pour preuve la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, qui a été dissoute. Leurs 2 vice-présidents ont dû choisir l'exil. Il y en a un qui a été reconnu réfugié en France, l'autre vice-président a été reconnu réfugié en Belgique. Et je suis bien placé comme avocat pour savoir que la Belgique et la France ne distribuent pas facilement les cartes de reconnaissance du statut de réfugié. Et ça devrait vraiment Je me permettrai inquiéter. Une petite correction. Ils ont demandé l'asile pas après que leur association eût été dissoute, mais bien avant. Alors, je vais vous rappeler, l'acte de dissolution date de juillet 2022 et a été notifié fin de l'année 2022, début 2023. Et donc, ils ont demandé l'asile, mais ils ont été notifiés seulement fin de l'année. Vous devriez revoir les dates, madame. Vous devriez revoir les dates. Ce que vous dites n'est pas correct. Vous parlez d'une personne que je connais personnellement. Et très bien alors, allez-y. On est dans un vrai dialogue, vous avez très bien fait de prendre la parole. Qui est réfugié aujourd'hui, qui a demandé le statut de réfugié en Belgique, il avait anticipé tout ça. Donc, à ma connaissance, et vous pouvez le confirmer si vous êtes son conseil, que l'État algérien n'a jamais exercé de pression dessus. Maintenant, quand on parle d'ingérence... Alors libérer les détenus politiques en Algérie et puis on rediscutera. Monsieur Dessoif, s'il vous plaît, c'est un dialogue. Et c'est moi qui le mène ici, s'il vous plaît. Maintenant, quand on parle d'ingérence, est-ce qu'il est de... Même s'il y a un accord d'association avec l'Union européenne, vous intimez à la justice algérienne de revoir, avec sa souveraineté, de revoir une décision qui a été prise. Et si on parle d'un journaliste ou d'un pseudo-journaliste ou d'un homme d'affaires, et à ce moment-là, je vous dirais qu'il a été condamné par la justice. Pseudo-journaliste, la terminologie est intéressante. Écoutez... Quand ça ne vous plaît pas, vous traitez quelqu'un de journaliste. Je ne vous traiterai pas de pseudo-journaliste. Vous savez, je ne vous traiterai pas de pseudo-journaliste. On est journaliste ou on ne l'est pas. D'accord. Maintenant, quand je dis qu'il a été condamné par la justice algérienne pour une affaire de droit commun, et non pas par rapport à l'exercice de cette activité. C'est le discours officiel. C'est pas le discours, c'est la réalité. On attaque c'est la réalité. Par d'autres billets, mais ce qui dérangeait le pouvoir algérien, c'est son activité de journaliste. Et là, vous portez atteinte à la liberté de la presse. On parle d'un dossier judiciaire. Vous portez atteinte à la liberté de la presse, monsieur. Quel que soit X, le Parlement européen n'est pas là pour intimer à la justice algérienne, qui est souveraine, et qui a toutes ses astuces. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais monsieur le député pourra répondre, effectivement. Allez-y. Écoutez, je suis parlementaire européen depuis 1982, avec les interruptions. On a toujours voté des résolutions sur le respect des droits de l'homme. Quelle est notre base juridique sur laquelle nous nous posons ? Il y a des conventions internationales, vous venez d'y faire référence, notamment la Convention universelle des droits de l'homme. Elle n'est pas européenne, elle n'est pas limitée au continent européen, elle n'est pas non plus limitée à l'Union européenne, elle est universelle. Ou bien on accepte le caractère universel de ces conventions, ou bien on bafoue le droit, ou on ignore le droit international en la matière. La doctrine de Javier Solana de 2003, je crois qu'elle date de 2003 en matière de politique étrangère, fait de ça sa référence la plus solide dans les rapports internationaux. Donc tout cela intègre les accords que nous avons avec les pays tiers dans le cadre de la politique de coopération et développement. Nous faisons des clauses de respect des droits de l'homme en invoquant notamment les droits tels que définis, stipulés par la Convention universelle des droits de l'homme,
Tout cela rentre dans les accords. C'est accepté, et je vous donne aussi raison de dire que lorsqu'on fait état des enfreintes à ces dispositions existent bel et bien, et elles ont été acceptées et ratifiées par nos partenaires. Oui. Il y a des accords bilatéraux. L'Union européenne a des délégations dans tous les pays. Elle négocie des accords de partenariat. Il y a toujours la même base. Donc, invoquer des dispositions sur lesquelles on s'est mis d'accord, tous les deux, donne le droit à chaque partie de se manifester dès lors qu'elle a l'impression que l'une ou l'autre disposition, ou toutes les deux, n'ont pas été respectées. Donc, voilà le ton général. Ceci dit, il faut savoir si on se met d'accord sur le fond. Et je crois que sur le fond, on est très vite d'accord. Est-ce la meilleure politique que de toujours stigmatiser le comportement d'un pays ou d'un autre? Là, je suis un peu plus nuancé. Je dirais qu'il ne faut pas perdre le cap sur ces finalités qui sont communes, très souvent communes. Mais il faut savoir si la politique ou si la stratégie ou même l'action tactique est la bonne. Là, je dirais, parfois, il serait mieux de commencer un dialogue à huis clos avec les pays partenaires pour qu'ils ne se sentent pas trop stigmatisés vers l'extérieur en essayant d'avancer petit à petit. Je prends comme référence de cette politique la politique des petits pas de Willy Brandt dans les années 70, fin 60, début 70. Quand il est devenu chancelier, il a dit « Nous allons améliorer la condition des droits de l'homme dans les pays voisins, dans les pays communistes, notamment avec la République démocratique allemande. » Et il a commencé à négocier des allègements, laissant un peu plus de mobilité de part et d'autre du rideau de fer aux citoyens respectifs. Et finalement, de fil en aiguille, on a tissé des liens de confiance sans perdre de vue le cap final qu'est le respect des droits de l'homme. C'est ça qui a finalement permis de construire le droit international en la matière, notamment l'acte de Helsinki, qui a été une référence extrêmement précieuse pour Václav Havel, notamment, et pour d'autres qui ont finalement invoqué des textes qui avaient été signés et ratifiés par notamment Brejnev, Helmut Schmidt et d'autres, et j'en passe. Voilà, je crois, la façon de procéder. Donc, je rappelle juste, Monsieur Goerens, qu'à cette même émission, je vous ai invité il y a à peu près 1 an et on a parlé de la résolution qui avait été votée à l'encontre de la Chine. Et c'est vrai, vous m'aviez tenu le même discours, vous m'aviez dit il y a d'autres lieux et d'autres façons de discuter avec nos partenaires que de répondre à coups de résolution. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur le député algérien? Je peux juste ajouter un mot. Oui. Moi, j'agis en tant qu'acteur politique. Je ne suis pas membre de la société civile. On ne peut pas être au moulin et au four en même temps. Mais je m'inspire de ce que vous dites. Et quand je vois la FIDH ou d'autres organisations en matière de l'homme, je lis très attentivement ce qu'ils écrivent. Et eux aussi se prêtent au regard critique du député, comme le député doit se prêter au regard critique des ONG. Donc, quand ça tient la route, je prends mes dispositions et je vote en conséquence. Monsieur Hani. Vous savez, j'ai une autre vision complètement différente, même si sur le principe, je partage votre avis, c'est de dire aujourd'hui le Parlement européen et le Parlement algérien, avec ces deux chambres, d'autant plus qu'il existe une commission mixte, on aurait pu communiquer, on aurait pu échanger, on aurait pu peut-être intensifier les rencontres et arriver. On se pose sincèrement les questions qui aujourd'hui ont poussé le Parlement européen à prendre cette décision, ou du moins prononcer cette résolution. Mais ce qui me tracasse dans cette histoire, pourquoi cette décision envers l'Algérie, pendant qu'il y a d'autres, parlons de la Palestine, il l'a si bien cité, qu'aujourd'hui on ne voit pas le Parlement européen réagir, ni envers le Sahara occidental, avec tout ce qui se passe. Et c'est ça qui me met un peu mal à l'aise vis-à-vis du Parlement européen. Écoutez, moi je vous ai expliqué ma boussole, qui me guide dans ce labyrinthe de questions qui ont trait aux droits de l'homme. C'est une majorité qui décide, hein, et chacun agit en âme et conscience. Je dis toujours, il faut aussi, et commencer par là, balayer devant notre porte
Il faudra communiquer aussi avec le partenaire. Ce que dit le Parlement européen, majoritairement à travers un vote à des pays comme le vôtre ou à d'autres, on le dit aussi à nos propres partenaires au sein de l'Union européenne. On ne reste pas muet sur les atteintes aux droits de l'homme et les atteintes aux principes démocratiques et aux atteintes à la séparation des pouvoirs en Pologne et en Hongrie. Le Parlement européen thématise ces questions. Donc je dis toujours, n'affichons pas toujours une posture trop moraliste. Monsieur Dessoif. Oui, et il faut pouvoir dire que ces accords d'association avec les fameux articles 2 ou article 3, l'effectivité, et là je suis d'accord avec vous deux, l'effectivité de ces phrases, on a l'impression que les deux partenaires, tant le pays qui est visé que l'Union européenne qui est émettrice de l'accord, on commence à lire à l'article suivant. Et l'exemple de la Palestine est un bon exemple. Depuis toujours, l'accord privilégié, les accords commerciaux avec Israël sont soumis à l'article 2, progrès dans le respect du droit international et des droits humains dans la Palestine occupée, dans les territoires occupés. Et la situation ne fait que se dégrader. Et donc nous avons, et là je critique l'institution dans laquelle on se trouve, nous avons un Parlement européen très faible, une Commission très faible, qui n'ose pas taper sur la table quand il s'agit d'un pays comme Israël. Je rajouterai à ça, et vous serez peut-être moins content avec cette partie-là de mon développement, que la solidarité du monde arabe avec la Palestine pourrait être beaucoup plus grande et beaucoup plus poussée. Et on voit que plusieurs pays du monde arabe sont plus enclins à négocier avec Israël des accords commerciaux ou de coopération que de soutenir réellement le peuple palestinien dans son droit à l'autodétermination. Et donc, l'Europe est un géant, un colosse aux pieds d'argile. Et c'est illustré par ces articles 3, où finalement les intérêts économiques prennent le dessus. Et on parlait tout à l'heure d'ingérence, on peut parler de décolonisation, on peut savoir aussi, on peut se poser la question des intérêts de l'Europe occidentale dans des pays qui étaient des anciennes colonies. Et est-ce que la politique menée depuis le Parlement européen ou depuis les institutions européennes ne reflète pas encore ce néocolonialisme dans les intérêts économiques et les ressources de ces pays qui étaient les anciennes colonies, de pays comme la France par exemple, pour citer le cas de la puissance coloniale de l'Algérie à l'époque. Et donc, il y a beaucoup de questions qui sont intimement liées, c'est complexe, mais je pense que l'Europe et le Parlement européen devraient assortir les articles 3 qu'ils prononcent si facilement avec une exigence de progrès et notamment les résolutions, aussi la résolution sur le journaliste Issam El-Khadi, en disant qu'il faut aligner les limitations, les lois limitant la liberté d'expression sur les normes internationales en matière de droits humains, que l'Algérie a ratifié, a signé. Ça ne sert à rien d'être menaçant si après, il y a zéro conséquence en cas de non-respect. Parce qu'on sait très bien que cette résolution est justement non contraignante. Voilà, c'est non contraignant et c'est là pour faire joli, pour se donner bonne conscience. Et en tant qu'Européen, et je suis Européen, ça me désole de voir les responsables politiques européens qui se donnent un peu bonne conscience à bon compte et que ce n'est pas suivi des faits. Et ça vaut pour la Palestine, mais ça vaut aussi pour l'Algérie ou pour le Sahara occidental, cause qui nous tiennent très fort à cœur à la FIDH. Très bien. Monsieur Némé, j'aimerais, laissez-moi vous poser une question et puis ajouter ce dont vous avez envie. Comment vous expliquez le fait que pour la première fois, le Parlement algérien a réagi à la résolution du Parlement européen, le Parlement panarabe a réagi aussi et le Parlement panafricain a réagi aussi. Écoutez, parce que si vous voulez, cette boîte à pondre des résolutions de condamnation sans discuter avec l'autre partie pour savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. On écoute une seule partie et on publie une condamnation sans recul. C'est ça qui est... C'est-à-dire, quand vous avez 700 députés européens, je suis sûr que la moitié n'ont pas lu même la résolution qui attaque l'Algérie. Le Maroc, pendant 20 ans, il n'a jamais été 25 attaqué. ans, Oui, il paraît. Et puis quand on apprend le Qatar-Gate, le Maroc-Gate et tout ça, et puis quand l'Europe qui donne des leçons à la planète entière, interdit un média russe sous prétexte que c'est un organe de propagande. C'est exactement ce que vous reprochez au régime arabe ou autre. Comparaison n'est pas raison. Non, oui. Mais c'est-à-dire, ce n'est même pas
les autorités chargées de la régulation des médias qui l'ont interdit. C'est une décision politique. Écoutez, moi, je faisais partie du comité d'éthique de RT. Donc, je surveillais... Qu'est-ce que c'est, RT? RT, Russia Today. On l'a interdit. Et puis, il y a un autre problème, une autre question très importante. C'est-à-dire la conception des droits de l'homme. Est-ce que c'est partout pareil? Aux États-Unis, c'est comme en Europe? Non. Parce que Obama, quand il était au Sénégal, il a fait un discours, il critiquait le Sénégal pour avoir manqué aux droits de l'homme pour persécutant les homosexuels. Bon, le président sénégalais, il a dit, écoutez, peut-être, nous, on persécute, c'est la société, on n'a pas réussi encore à régler ce problème. Mais vous exécutez. Et le droit de l'homme, c'est la première chose, c'est le droit à la vie. Qui est le plus en violation avec les droits de l'homme? C'est nous ou vous? Voilà, c'est pour ça, c'est pour parler de l'universalisme des droits, des conceptions. C'est dans toutes les sociétés, c'est pas la même chose. Je comprends mieux certaines de vos interventions précédentes quand j'apprends que vous êtes dans le comité d'éthique de Russia Today. Oui. Vous ne pouvez pas tout mélanger comme ça. Parce que finalement, le téléspectateur ne va plus rien comprendre. On ne peut pas comparer des situations qui ne sont pas comparables. Si on doit parler de la question de la Russie, des sanctions de l'Europe contre la Russie, on peut regretter. D'abord, on peut les saluer. C'est courageux de la part de l'Union européenne d'avoir pris ces sanctions. Dans ce cas, c'est le 2 poids 2 mesures. Excusez-moi. Vous n'avez plus le droit de donner des leçons. Je termine. Mais on peut regretter que l'Union européenne n'a pas ce même courage envers Israël qui bafoue le droit international, qui continue à coloniser et à occuper militairement et à coloniser civilement la Palestine occupée. Là, je suis d'accord avec vous. Mais s'il vous plaît, ne mélangez pas tout. Non, je ne mélange pas parce que c'est un média autorisé en Europe. Excusez-moi. Je partage entièrement son avis. Voilà, il ne faut pas se mettre à un moment donné comme gendarme du monde et décider qui a le droit, qui n'a pas le droit. Vous faites la loi. Moi, je trouve qu'on n'est pas les gendarmes du monde et certainement pas à la FIDH. Et je ne pense pas non plus au niveau du Parlement européen. Moi, je pense qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la communauté internationale s'est dotée d'outils légaux, des conventions, la Déclaration universelle des droits de l'homme dont monsieur le député a parlé, la Convention internationale sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques et sociaux. Et ça doit être notre boîte à outils. Ça doit être notre boîte à outils. L'Algérie, elle l'a ratifié. Ça doit être notre boîte à outils pour résoudre les problèmes, les conflits. Quand on parle du conflit israélo-palestinien, qu'on parle de la question des droits de l'homme en Algérie, utilisons la boîte à outils qu'on a nous-mêmes choisie en tant que communauté des nations à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale pour résoudre les problèmes dans l'intérêt de qui ? Des citoyennes et des citoyens qui aspirent à un monde plus juste et à un monde meilleur. Et c'est ça. Mélangez deux choses. Et donc la boîte à outils, elle n'est pas partisane. Elle a été créée in tempore non suspecto, comme disent les juristes, avant que les questions se posent. Utilisons cette boîte à outils. Monsieur, je reprends ma question et je demanderai après à monsieur Goerens et à monsieur Hani de réagir aussi. Quelle est votre grille de lecture par rapport à la position, à la réaction et à la position officielle des deux grands parlements panafricains, pan-arabes et aussi le Parlement algérien, qui est une première. Ma grille de lecture, c'est qu'avec ces réactions, on prépare le terrain à une guerre de civilisation. On ne se rend pas compte quand on pond des résolutions stupides de cette sorte, ce qu'on fait, c'est-à-dire on creuse un fossé entre les peuples, entre les cultures, au lieu qu'il y ait des dialogues d'abord, avant de condamner. Ça, c'est le b.a.-ba de la justice. C'est-à-dire, quand il y a un problème, on va en Algérie, on parle avec... Il y a des ambassadeurs, il y a des autorités, on peut discuter. Qu'est-ce qu'il en est? Donnez-nous... Avant d'écouter seulement l'opposition et puis de pondre des résolutions de cette sorte. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir une réponse à ma question de la part des deux députés présents? Je vous dis une chose, c'est aujourd'hui la réaction du Parlement algérien avec ses deux chambres, le Parlement arabe, l'OCI, donc l'organisation de coopération islamique, l'Union africaine, est très claire. Là, on a senti qu'il y avait une ingérence. C'est une ingérence, on l'a dénoncé. Et puis, moi, ce que je reproche aujourd'hui au parlementaire européen, et je suis désolé pour eux, j'ai eu l'honneur de présider la Commission des Affaires étrangères. On a essayé, dès le départ, de créer cet échange, cette, j'allais dire, partenariat
pour essayer un peu d'avancer la main dans la main. Eh ben, de votre côté, c'était fermé. C'était fermé, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que vous écoutez une version et vous ne vérifiez pas ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée. Il faudra accepter à un moment donné que l'Algérie, elle a changé depuis 2019. L'Algérie, elle a vraiment changé. Avec toutes ces nouvelles institutions, après le Irak béni, après l'installation de M. le Président de la République et l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune, le Parlement algérien, avec ses 2 chambres. Donc, il faudra à un moment donné franchir ce cap et se dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et personnellement, je vous invite à venir Vous êtes voir. allé en Algérie, monsieur Dessoif? Et c'est ça qui... Il faut y aller. Nous avons voulu. Ils vous en ont empêché? Voilà, alors, vous pourrez même demander à votre client avec qui j'ai travaillé. Sur je parle de les la dossiers. FIDH. Et vous lui passerez le bonjour. Donc, à mon avis, à un moment donné, je vous inviterai à venir voir ce qui se passe en Algérie. Et puis il y a d'autres espaces aussi de dialogue. Il y a l'UPM, l'Union pour la Méditerranée aussi. Et nous avons des représentants. On va retrouver 56 commissions qui permettent justement le dialogue entre les 41, 42 pays que réunit cette géante UPM, donc les 27 aujourd'hui de l'Union européenne, plus les pays du sud de la Méditerranée. Comment a été perçue la réaction de ces 3 parlements? Oui, moi je me pose une question très simple. Est-ce que les pays qui sont stigmatisés par le Parlement européen, dans une résolution, se sentent humiliés? Si tel est le cas, il faut adopter un langage qui ne soit pas de nature à humilier ou à créer cette perception auprès de nos partenaires, même s'il y a une divergence. Moi, j'ai été ministre de la coopération. J'ai négocié avec nombre de pays africains. Je suis toujours arrivé à un accord, mais jamais accepté ou faire accepter sous la pression de l'argent que j'étais prêt à verser dans ces partenariats, qui fut de nature à humilier mes partenaires. Je crois qu'il y a un moyen d'aborder les problèmes, même les problèmes le Parlement européen fait le en ayant toujours devant soi des principes sur lesquels on s'est mis d'accord. Et je ne suis pas de ceux qui croient que si nous adoptons un standard dans l'Union européenne aujourd'hui, que demain tous les autres pays du monde doivent avoir l'accepter en même temps. Parce que chez nous aussi, ça a pris du temps. Ça requiert une pédagogie. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous évoquez le problème de RT, donc de Russia Today. Je crois qu'il y a quand même une différence entre une liberté d'expression et des médias qui glorifient le recours à la brutalité, une rupture de civilisation qui passe sous silence les martyrs que les pays dont ils sont originaires font souffrir en Ukraine. Je crois que là, si je prends le part si je partage l'aspiration des Ukrainiens à une vie normale, décente, couverte par des rapports internationaux qu'on dit civilisés, c'est parce que, notamment, je me réfère à ces références très fortes du droit international. Si le droit international est bafoué, si c'est la Russie, il faut quand même pouvoir le dire. Il faut le dire. Il faut le dire à tout le monde, pas seulement à une seule partie. Moi, je n'ai pas envie qu'on déborde sur la Russie et l'Ukraine. C'est un autre débat. Le vrai dialogue, cette émission... Pardonnez-moi, on ne peut pas parler en même temps, monsieur. Non, je suis désolée. C'est moi qui mène ce débat, ce dialogue. Je suis désolée. Je voudrais qu'on reste dans notre sujet. On l'a consacré, cette émission, à la question des droits de l'homme, de la liberté de la presse et d'expression en Algérie, suite à la résolution qui a été votée par le Parlement européen le 12 mai. Moi, j'ai envie de demander à M. Goerens aussi de me dire comment il s'est fait l'idée. Vous avez voté, j'imagine, et vous avez voté oui. Oui, je crois, enfin, je ne sais plus ce que j'ai voté. Comment vous vous êtes fait? Sur quelle base vous avez pris votre décision? Écoutez, je n'ai certainement pas pris part à ces négociations, et ce que je vous dis ici, je le dis... Mais écoutez, hein, vous voyez les 705 députés être engagés dans toutes ces discussions. On a 20 commissions dans lesquelles ça se discute. Moi, je suis membre de la sous-commission des droits de l'homme. Je ne peux pratiquement jamais participer à cette commission parce que ces travaux coïncident toujours avec la commission de développement, où je suis coordinateur, ou avec la commission pour les affaires constitutionnelles, dont je suis le vice-président.
On ne peut pas reprocher cela à un député de ne pas avoir suivi à lettre tous les dossiers. C'est matériellement impossible. Je n'ai pas envie de prendre la défense de M. Goerens, mais il n'a jamais refusé une émission de télévision. Permettez-moi de rappeler que j'ai invité le vice-président de la sous-commission des droits de l'homme, votre collègue, M. Bernard Guetta. Et il n'est pas là. J'ai invité le représentant de RSF à Alger, M. Draroni. Je n'ai aucune réponse. Et j'ai invité sa collègue porte-parole à Paris de RSF. Vous le voyez bien, ils ne sont pas là. C'est un vrai dialogue. M. Dessoif a fait le déplacement et je le remercie. Je ne sais pas si c'est le moment pour vous de partir parce que vous avez une autre réunion. Allez-y. Je dois dire une chose très importante. Mon pays est membre du Conseil de l'Europe comme 47 autres pays. On était encore un pays de plus, la Russie a quitté le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe a ceci de particulier qu'il a une Cour des droits de l'homme. Lorsque la Cour des droits de l'homme rend un arrêt, mon pays s'y conforme. Donc ça vient de l'extérieur. On ne considère ça pas comme une ingérence à l'extérieur, on considère ça fait partie de l'ONU, comme une contribution à nous conformer aux valeurs et aux principes auxquels nous avons souscrit. Je crois que c'est ça le chemin à suivre. Nous pouvons exprimer des points de vue politiques, ce jugement est toujours... Monsieur le député, le Conseil des droits de l'homme fait partie de l'ONU, ce n'est pas le cas du Parlement européen. Parfois partisan, mais je crois que... Mais il y a aussi la Cour pénale internationale. Elle n'est pas l'ONU, c'est pas l'ONU. On va donner la parole à M. Dessoif. Et je demanderai après à M. Goerens de me dire... Je crois à la force du droit plutôt qu'au droit de la force. Et c'est ça ma boussole qui me guide. Et nous aussi, c'est tout à fait, on est d'accord. Alors on doit accepter qu'il y ait des structures qui sont plus fortes que vous et qui planent au-dessus de vous. Nous avons négocié ces structures, nous avons négocié la mise en place du Conseil de l'Europe, comme la juridiction au niveau international, la Cour pénale internationale. Il y a des institutions qui nous aident à nous conformer aux principes auxquels je me réfère dans cet ordre. Monsieur Goerens, vous me direz tout à l'heure s'il y a une relation entre RSF et le Parlement européen tout à l'heure. Monsieur Dessoif, oui, moi je voulais... vous défendez une association ou une ligue des droits de l'homme parce qu'elle est financée par de l'argent européen et occidental, notamment? Non, je défends une Ligue des droits de l'homme avant tout parce qu'elle est une Ligue des droits de l'homme qui répond aux standards d'une organisation indépendante qui défend le message et les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les 30 articles de la DUDH, et qu'elle fait partie de la FIDH, organisation coupole fédérative de 188 organisations dans le monde. C'est pour ça qu'on la défend. Et s'attaquer à une Ligue des droits de l'homme, et on le voit dans d'autres pays, on parlait de la Russie tout à l'heure, Mémorial a été dissous. On voit au Bélarus, les vice-présidents et le président sont en prison, attaqués pour des faits de droit commun, mais c'est clairement leurs activités de défenseurs des droits humains qui est la base des poursuites dont ils font l'objet. La Ligue algérienne des droits de l'homme est dissoute. Vous ne comprenez pas que ce pays, il y a un député de ce pays-là. Il y a 300 prisonniers politiques en Algérie. Monsieur Dessoif, oui. Est-ce que vous comprenez que l'Algérie, en l'occurrence, et ça n'est pas le seul pays, à ma connaissance, qui refuse que ces associations et ces ligues et tout ce que et ces médias soient financés par des Occidentaux, hein, il faut dire les mots comme ça. Mais la question du financement est utilisée pour s'attaquer à leur travail. Un financement peut être national et peut être international. Oui. Ce n'est pas des fonds d'origine criminelle, ce ne sont pas des fonds de... Ce ne sont pas, laissez-moi terminer, ce ne sont pas des fonds payés par des services secrets étrangers. Et la meilleure manière pour un pouvoir autocratique de museler une organisation, une ONG, c'est d'essayer de l'encercler en s'attaquant à ses finances et en emprisonnant ses dirigeants. Et on voit que c'est ce qui se passe en Algérie. Et je redis, il faut revenir à la base, un pouvoir en place qui s'attaque à une organisation de la société civile pour la mettre hors d'état de lui nuire, eh bien, est un pouvoir qui est sur les rails
de la dictature. Et c'est ça que nous dénonçons. Et ce que nous demandons, et j'entendais tout à l'heure, madame, et je terminerai par là, que l'importance du dialogue et que vous preniez le dialogue entre les institutions européennes et l'Algérie plutôt que le vote de résolution. D'accord, le dialogue, mais on sait comment le dialogue, on parlait de la Palestine et d'Israël tout à l'heure, les accords d'Oslo qui ont prôné le dialogue, en 20 ans, ça n'a absolument rien donné. On peut pas toujours se cacher derrière le dialogue. Ce que moi, en tant que représentant de la FIDH, je dis, c'est si les gouvernements qui ont ratifié les conventions internationales, eh bien, qu'elles respectent leurs engagements et qu'elles aillent relire la convention, par exemple, des droits civils et politiques de 1966, signée à New York, que l'Algérie a ratifiée, et ils seront bien amenés, s'ils veulent la respecter, de libérer tous les prisonniers politiques, en ce compris le journaliste Ihsan El-Kadi. Et ensuite, on peut aussi dialoguer. Et évidemment que le dialogue est important. Et ce n'est pas de l'ingérence de dire respectez ce à quoi vous vous êtes engagé de respecter, à savoir le droit international. Personne n'a mis un pistolet sur la tempe du représentant algérien quand il a ratifié et quand il a fait valoir le fait que le Parlement algérien avait ratifié la convention. Vous avez suffisamment la parole, M. Dessoir. Je donne la parole au député algérien, M. Hanni. Alors, quand on relit la décision du Parlement européen, c'était bien, on ordonnait la libération de ce monsieur. Et je vous invite Monsieur Hanni, je me permets juste de vous demander de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Donc, moi, je suis tenté de vous dire, est-ce que vous avez lu les dossiers judiciaires de ces personnes-là? Quand vous parlez de 300 détenus politiques, moi, je vous dis, c'est faux. Alors, je vais vous décevoir. Laissez-le finir, s'il vous plaît. J'ai participé, je fais partie des avocats étrangers dans le comité de défense. Alors, et je suis très heureux. Alors, quand vous parlez des 300, faire partie. c'est faux. Donc, si on confond aujourd'hui des... oui, je réponds sur El-Kadi et vous répondez sur les 300. En fait, il y a un problème d'indépendance de la justice algérienne. Elle est inféodée au pouvoir en place. Elle est indépendante. Respectez la parole des autres, s'il vous plaît. Et elle ne travaille pas pour le pouvoir. C'est une institution souveraine et qui est libre et elle prend ses décisions telles quelles. Et je peux citer d'autres exemples qui ne concernent pas des journalistes ou autres. Maintenant, vous parlez de 300 détenus d'opinion. Moi, je vous dis qu'il faudra peut-être revoir leur dossier judiciaire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et je parle à bâton rompu en toute sincérité. Sur vous, en tant que député, vous êtes au courant des dossiers judiciaires? Ça montre une petite violation de la séparation des pouvoirs. On n'est pas au courant. Je vous pose la question à vous. Je vous pose la question. Je vous dis encore une fois. Moi, je suis avocat aussi. Mais vous, en tant que député, comment est-ce que vous avez accès aux dossiers judiciaires? Non, on n'a pas accès. On n'a pas accès aux dossiers judiciaires. Monsieur le Président de la République, et je suis un député. Est-ce que vous permettez que je continue à mener cette émission qui tire à sa fin? Je donne la parole à Monsieur Goerens par rapport au financement. Pour ou contre, à l'avenir, de financer des associations et des médias dans les pays du tiers-monde, en général, sans l'accord des États avec lesquels vous avez des accords, justement. Mais comment voulez-vous que ces ONG se financent s'ils n'ont pas de revenus? Enfin, les personnes qui s'engagent peuvent apporter leur obol, mais très souvent, ça ne suffit pas. Il y a des déplacements à financer, il y a des salles de réunion à louer, il y a des congrès à organiser. Le financement en soi n'est pas mauvais, à condition qu'il soit transparent. Il finance quelques-unes d'associations et pas d'autres. Pas toutes. Bah, écoutez, on est libre de financer qui on veut. Ce qui n'est pas permis, c'est de financer des ONG qui travaillent, qui poursuivent des objectifs qui ne sont pas compatibles avec notre vision du droit commun et du droit international. Je crois qu'il y a des limites à tout ça. Quand les pays arabes financent ici en Europe des associations, pourquoi les États, certains États des pays européens interviennent, démantèlent et arrêtent il faut voir au cas par cas si ce financement n'est pas source d'une ingérence à des fins douteuses d'un point de vue droit et d'un point de vue politique. Et ça, on a des observatoires qui sont là pour le regarder. Mais je constate que dans les pays, je prends notamment la Russie, le problème de l'état de droit a commencé au moment où Poutine a rendu difficile, sinon difficile, du moins très difficile, le financement des ONG internationales. Et après, il s'est attaqué aux ONG. Aujourd'hui, Memorial vient d'être interdit. Il n'y a pratiquement plus de société civile tolérée en Russie. Donc il faut toujours voir quel danger peut émaner d'une restriction
à l'activité des ONG et de la société On a débordé civile en général. la réalisation est en train de me taper sur les doigts. Un mot juste, de conclusion, Monsieur Némé. Écoutez, Ensuite, Monsieur le cas Hani. du financement, c'est très grave, parce que vous financez une vie politique interne, c'est-à-dire vous influencez sur le résultat. Mais Si quelqu'un, dites-moi un si le exemple Qatar concret. finance la vie politique ici en France, en Belgique ou en France, qu'est-ce qu'on aurait entendu? En plus, aux États-Unis, quand vous recevez de l'argent de l'étranger, vous êtes obligé par la loi de se qualifier agent de l'étranger. Ça, c'est les États-Unis, c'est la loi. C'est-à-dire, vous jouez dans la cour intérieure américaine. C'est-à-dire, vous instrumentalisez la vie politique à votre faveur. C'est tout simplement. Vous vous adressez à moi? Non, je parle du Parlement. Écoutez, parce que vous justifiez ça. Chaque député a sa conscience. Et je ne me singularise pas en disant cela. Oui. Les principes que j'ai évoqués, je trouve que la très grande majorité de mes collègues s'inspirent de ces principes. Oui, Un mot de conclusion, Monsieur Hani. Moi, concernant, j'ai juste à dire que chaque État est souverain pour décider est-ce qu'un financement de l'ONG est négatif ou positif pour cet État. Et donc, à ce moment-là, on retombe sur le même point de vue. Chez nous, ce n'est pas l'État qui est souverain pour décider de cela. Non, oui, pas l'État. S'il y a une entorse à la loi, alors l'État peut intervenir. Interviendra à ce moment-là. Voilà. Donc, instances, nous sommes capables de gérer chacun, de dire est-ce que ces financements sont acceptables ou pas. Et si on s'entendait sur un modus vivendi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'espace de dialogue entre la société civile et l'État entrer dans une sphère tout à fait normale. Si on faisait une tentative de dire, voilà, on va essayer, on part de zéro et on va essayer de voir jusqu'où on peut arriver. Nous vous faisons part de notre expérience et de notre expertise en la matière, vous de la vôtre. Et on pourrait voir. Oui, c'est le dialogue. C'est ce qu'il faut. Une très belle conclusion de la part de M. Goerens. Je suis désolée. Je vous réinviterai, je vous promets. Et vous pouvez annuler la dissolution de la Ligue algérienne des droits de l'homme? Monsieur Dessoif, l'émission est terminée. Je suis vraiment désolée. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.